Bien, bonjour à tous et bienvenue au studio Charente Libre pour notre dernière émission consacrée au Circuit des Remparts. Pendant ces 3 jours, on a reçu du beau monde. On a eu Harry Vatanen, Jean-Claude Androuet, Christine Becker-Siller. On a entendu de très belles histoires et puis on continue aujourd'hui avec d'autres grands noms de la course automobile que Jean-François Barré va nous présenter. Aujourd'hui, c'est la journée et l'année des R5 Turbo. Donc on va recevoir le pilote emblématique de ces voitures, Jean Ragnotti. À ses côtés, François Chatriot, qui lui aussi s'est illustré au début des années 80 sur cette même 5 Turbo. Et puis, Hugues Portron, le monsieur patrimoine de chez Renault. Ça tombe bien, c'est l'année du patrimoine. La journée du patrimoine. Donc, avant de les recevoir, dans un instant, on commence avec un premier plateau. Donc, avec nous, Arnaud Granic et Karine Blanchard. Arnaud Granic, vous êtes le président du club Bugatti France. Oui, c'est exact. Voilà, donc vous allez nous parler de ça tout à l'heure. Et puis Dingo, qui lui est le photographe qui a réalisé ces magnifiques affiches qu'on voit partout dans les rues piétonnes d'Angoulême et puis aussi dans un restaurant. Enfin, vous allez nous expliquer ça, où est-ce qu'on peut aller les voir. Mais d'abord, où est-ce que vous les avez prises ces photos Celle de l'affiche ? Oui. Elles ont été faites en ville. Moi, j'étais passé 2 ans avant voir l'ambiance. Bon, j'étais venu en tant que journaliste il y a 25 ans voir l'épreuve. Mais Jean-Marc m'a invité 2 ans avant l'affiche de ressentir comment je voyais l'affiche à ma façon. Et en fait, j'ai décidé de mélanger pour la première fois, parce que lorsque j'ai vu l'historique des images qui avaient été faites pour les affiches, c'est toujours des voitures en action. Oui. Et je m'étais dit, c'est fou, parce que cette course, c'est pas simplement la course, c'est tout ce qui se passe en ville avec toute cette effervescence humaine. Et c'est pour ça que j'ai voulu ramener dans l'affiche une présence humaine à travers le triporteur. J'ai d'ailleurs proposé à Jean-Marc de faire une catégorie triporteur, mais il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Mais alors, vous avez beaucoup imaginé, parce qu'on voit des gens manger une glace tout en conduisant. Alors, déjà, il faut savoir qu'à cette photo, il n'y en a pas qu'une. Les glaces, on est venu faire ça en plein été, il faisait très chaud, et on a mangé de la glace qui fondait, parce que c'était très long à faire. Et effectivement, j'ai pris des gens de l'association, j'ai improvisé mes comédiens et mes mannequins. On peut les voir où, vos photos, alors, en ce moment ? Alors, elles sont dans les rues, bien sûr, et puis elles sont au Lion Rouge, exposées dans le cadre d'un restaurant. C'est le complément de l'exposition extérieure. Alors vous êtes un connaisseur des circuits automobiles. Vous avez fait beaucoup de photos sur les circuits, beaucoup de photos de voitures. Pourquoi vous vous intéressez essentiellement aux voitures ? Ou est-ce que vous vous intéressez essentiellement aux voitures ? J'ai toujours été passionné de photos, depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai toujours été passionné de moto et de voiture. Et quand j'ai décidé d'être professionnel, je me suis dit sur quel sujet je peux m'inspirer, enfin en tout cas agir en tant que photographe. Et donc j'ai toujours eu une philosophie qui consistait à dire que quand vous naissez, votre maman, votre papa vont à la clinique votre maman pour accoucher en voiture, et puis quand vous mourrez, on vous emmène au cimetière en voiture. Et ce qui m'a intéressé toujours, c'était cette parenthèse énorme d'utilisation de voitures, qui est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais qui rentre dans nos gènes, parce qu'on se souvient toujours d'une aventure automobile, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai toujours voulu fixer ces moments-là, alors c'est valable pour la moto aussi, mais j'ai toujours voulu ramener des expériences de vie humaine dans l'automobile. C'est particulier, la photo d'automobile La photo d'automobile, c'est particulier pour une raison très simple. C'est quand vous avez un appareil photo et un cadrage, vous mettez votre voiture, et là, la plupart des gens calent parce qu'il n'y a plus grand-chose pour mettre l'ambiance, parce que la voiture prend tellement de place qu'il faut prévoir tout avant. Oui, c'est très particulier. Et en technique, parce qu'il y a des reflets. Alors surtout, moi je travaille pour le marketing également des constructeurs, et vous avez des paillettes, des reflets, des couleurs à restituer, et c'est pas toujours facile de les avoir. Alors c'est tout un tas de techniques d'éclairage, de filtres, mais c'est très technique. On considère que la photo de voiture est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et puis ça bouge, c'est en mouvement tout le temps, une voiture. Alors dans les mouvements, on a des techniques pour appliquer les mouvements, mais c'est vrai que les techniques bougent. Vous savez, en 44 ans de ce métier, j'ai vu passer beaucoup de nouveaux systèmes qu'il fallait appliquer à mon métier, mais ça, il suffit juste de le pratiquer et d'être adaptable, voilà. Alors vous avez parcouru le monde, j'imagine que vous avez vu des voitures fantastiques. Alors j'ai d'abord été 20 ans journaliste, j'ai créé moi-même plein de magazines parce que j'étais passionné de ça.
Et puis, évidemment, en tant que journaliste, j'ai fait évidemment beaucoup de sujets de sport, mais à chaque fois avec un œil décalé, quelque chose de différent. Et à chaque fois, soit je reprenais des pilotes et je les remettais dans un autre contexte, parce que je cultive cette différenciation visuelle. Donc, j'ai toujours voulu être dans un système qui était différent des autres, mais c'est vrai que j'ai parcouru le monde entier pour faire soit des collectionneurs, soit des modèles très rares. Et à chaque fois avec des ambiances humaines, je précise bien, parce que je pense que 80% de ma production, il y a toujours quelqu'un autour. Alors là, depuis que vous êtes arrivé à Angoulême, vous avez vu des belles autos? Ah oui, il y en a plein. Et ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de belles autos. C'est que des autos... chaque constructeur se fait plaisir. Moi, je voyais ce matin, il y a un type avec une japonaise en bas. Il y avait plein de monde, il avait ouvert le capot. Je me mettais à la place de ce type et je me disais, mais qu'est-ce qui doit être heureux? Parce qu'en fait, il n'y a pas de belles... C'est là encore les expériences qui sont faites autour des voitures qui m'intéressent. Moi, c'est pas la valeur des autos qui m'intéresse. J'ai fait des fois des voitures toutes simples avec des super ambiances autour. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait avec l'auto. Et là, vous avez fait des photos? Non. Malheureusement, j'en ai pas fait. Quelques-unes des affiches, mais non, je suis pas venu pour faire des photos. Vous non, pas parce un que petit stock de photos de voitures? Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que dans mon travail, j'ai une camionnette avec des assistants. On vient, c'est toute une organisation. Vous voyez, donc sur on peut rien faire sur pour la mise en scène. Autant quand on a fait l'affiche, on est venu à plusieurs. Et on a réalisé tout parce qu'en fait, c'est les voitures que vous voyez sur l'affiche, notamment celle qui est derrière vous, ne roulent pas. C'est nous qui les faisons rouler avec des systèmes de faire tourner les roues avec des fils spéciaux pour pas avoir de danger. Parce que au moment de l'affiche, évidemment, la ville était ouverte tant qu'on pouvait pas se permettre de fermer les rues pour faire les photos. Ah oui, donc c'est toute une installation. On ne fait pas des photos de voitures comme ça, quoi. Non, pas du tout. Mais en reportage, j'aurais pu, mais je l'ai pratiquement pas fait parce que je venais pour faire plein de choses ici, mais pas de la photo. Vous avez fait d'ailleurs une masterclass, c'est ça? Oui, on a fait tout un parcours pendant 2 sessions où on expliquait les émotions, pourquoi j'ai fait ces photos, et en technique, et en contraintes, et en difficultés, et dans quel contexte on les a pensées au départ. Et les gens sont venus écouter tout ça, ouais. Et c'était sympa parce que on fait passer avant tout des énergies, parce que la photo, c'est des énergies. Et vous, est-ce que vous pilotez? Alors, j'ai été pilote-essayeur, figurez-vous, mais dans le cadre de voitures de série. J'ai fait moi-même 3 fois le Paris-Dakar, mais c'est surtout, j'ai été essayeur pendant longtemps à Autoplus, où j'emmenais des autos à l'essai, parce que j'ai été en plus journaliste à faire texte et photos à une époque, et c'est vrai que j'ai beaucoup conduit d'auto, mais aujourd'hui, je suis sorti un petit peu de ça. J'ai encore beaucoup de motos, de la voiture, mais vraiment pour me déplacer, mais j'ai fait 20 ans de voiture de presse, donc je suis passé un petit peu à autre chose. Alors, il y a une petite question aussi quand même que je voulais vous poser, parce que Dingo, c'est quand même un drôle de nom. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Quand j'étais gamin, j'avais 8 ans, j'avais des cheveux jaunes, et en colonie de vacances, on m'a baptisé Dingo. Donc c'est resté, et pour votre information, c'est noté sur ma carte d'identité, officiellement, sur mes papiers de voiture et sur ma carte d'identité, c'est officiellement, je m'appelle Dingo, comme nom d'usage. D'accord. Voilà. On dit Monsieur Dingo ou Dingo tout court? Ah non, pas Monsieur Dingo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien, mais merci. On a donc l'occasion de vous revoir un petit peu encore dans les rues, oui. Peut-être, et puis vos photos vont rester un peu au lieu rouge. Alors elles restent, je crois, encore un mois. D'accord. Les affichages, je ne sais pas. Et je sais que cet après-midi, il y a une séance de dédicace à la Chambre de commerce, je crois, où je dédicace des posters. Très bien, cet après-midi? Oui, c'est à 14h. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Alors Arnaud Granic et Karine Blanchard, vous êtes en combinaison de pilote parce que vous venez de terminer vos essais tout ce matin sur la piste. Absolument. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, c'était très sympa, avec un petit peu de fraîcheur, ça tombait bien, parce que, et pour les voitures et pour les pilotes. Donc, non, ça s'est très bien passé, pour ma part. Et voilà, ça s'est très bien passé pour nous tous, en fait. Parce que la particularité, c'est que vous êtes tous les deux sur une voiture, et vous êtes tous les deux mari et femme, et vous êtes tous les deux en compétition, alors. Voilà. Chacun sur sa voiture, c'est très important, comme ça on ne se dispute pas. Au contraire, vous allez vous disputer sur la piste. Ce matin, qui est devant l'autre? Ah, ben là, il n'y a pas photo. Hein. Arnaud est devant. On n'a pas du tout les gens la même voiture, et puis on n'a peut-être pas la même conduite non plus, de toute façon. D'accord. Mais non, c'est un plateau, on a la chance là d'avoir un plateau 100% de Bugatti. Je crois qu'il n'y a vraiment que des Bugatti cette année sur ce plateau.
que des grands prix, avec une Brescia aussi, mais c'est toutes les voitures, on a l'impression, en les voyant, qu'elles sont toutes pareilles, mais elles ont toutes des moteurs différents, il y en a avec compresseur, d'autres sans compresseur, donc toutes les voitures sont différentes, et donc avec des puissances vraiment différentes les unes des autres. Oui, la particularité que l'on ne voit pas facilement de l'extérieur, c'est que sous la même carrosserie, il peut y avoir des écarts de puissance d'une centaine de chevaux. Entre une 37 atmosphérique qui doit faire 60 chevaux et le Poleman, il y a sûrement 120 chevaux de différence. Donc la conduite est différente et ça impose à tout le monde d'être raisonnable, de regarder dans les rétroviseurs, de toujours s'assurer quand vous doublez quelqu'un qu'il vous a vu pour éviter, si possible, un accident bête. Voilà, c'est tout. Mais on se connaît à peu près tous et ça se passe bien. Oui, parce que les Bugatti, nous, on a l'habitude de les voir à Angoulême, il y en a tous les ans un plateau réservé aux Bugatti. Donc ça peut nous paraître banal ici, mais en fait, on a tendance à oublier que ce sont des vrais bijoux, ce sont des vraies œuvres d'art que vous pilotez là. Oui, c'est surtout des voitures qui ont été conçues il y a une centaine d'années et qui ont leurs défauts et leurs qualités, bien sûr. Et ça nécessite non seulement une conduite spéciale que, évidemment, les débutants, entre guillemets, ne maîtrisent pas. Quand vous avez une voiture moderne, vous appuyez sur le frein, il n'y a pas de problème, ça freine très fort et vous arrêtez. Sur ces voitures, si vous appuyez trop fort, vous bloquez les roues et vous ne freinez pas. Et si vous n'appuyez pas assez fort, vous ne freinez pas très bien. Donc, ça nécessite une petite formation. Voilà. Mais tout se passe bien. Et puis le circuit ici est très particulier, surtout est très très adapté justement à ces voitures. Par contre, effectivement, faut tourner le volant. Mais c'est un vrai plaisir de conduire sur ce circuit. Je pense que pour moi, c'est mon préféré pour rouler en Bugatti, en tout cas. Ça fait longtemps qu'on vous voit. Vous avez débarqué ici avec votre père sur une Bugatti. Vous êtes aujourd'hui avec votre mari sur une Bugatti. Mais c'est parce que aussi. mon père n'a pas pu venir malheureusement cette année. Il en est bien, bien triste d'ailleurs, mais parce qu'il avait une autre activité où il ne pouvait pas. Mais il était là l'année dernière. Il sera là l'année prochaine, je pense. Donc on roule tous les trois. D'habitude, enfin, ça nous arrivait de rouler tous les trois en Bugatti ensemble sur le circuit et de nous battre effectivement tous les trois ensemble. Et il se pourrait qu'un jour on participe tous les quatre. Parce que nous avons une fille qui adore les voitures et qui conduit, ça y est, elle a eu son permis de conduire, elle a 19 ans maintenant, et elle conduit la Bugatti, il n'y a pas de problème, elle passe les vitesses, enfin elle freine, enfin bref. Donc il lui faut encore quelques progrès et on la mettra sur la piste. Qu'est-ce qui explique une passion dévorante comme ça ? C'est des voitures qui sont passionnantes à conduire et c'est justement, on a cette chance qu'elles attirent toutes les générations et effectivement, à 20 ans, ça donne envie de conduire ces grands prix Bugatti et puis après, une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie de le lâcher. Donc, c'est vraiment un club et pas que le club, enfin intergénérationnel et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est vrai que c'est des voitures... c'est physique. Qui sont physiques, mais qui sont à la taille humaine. Et puis on voit tout, on se retourne, on la maîtrise, la voiture, totalement. Elle est petite, elle se faufile partout. Et c'est vraiment agréable à conduire, quoi. Et une chose pour vous donner l'ambiance, parce qu'on parlait de l'ambiance, et c'est merveilleux, même et surtout à Angoulême. Pour vous donner l'ambiance, une Bugatti, quand vous conduisez un Grand Prix, c'est entre la moto et la voiture. Donc vous voyez tous les motards se font signe. Eh bien, quand on croise des motards, ils nous font signe de la main. Vous voyez, ils considèrent qu'on fait presque partie de la confrérie, et parce que en fait, c'est une sorte de moto à 4 roues. Les Bugatti, il y en a certains qui les conservent dans des coffres forts. Vous vous amusez sur des circuits un peu tordus comme ici. Vous en êtes conscient ? Non, mais bon, c'est vrai que c'est tout le sujet entre les musées et puis les musées sur route, quoi. Mais c'est vrai que nous, on est plus partisans de les faire rouler, les voitures, plutôt que de les laisser dans un écran, comme vous disiez. Mais
voilà, faut faire attention, mais c'est un plaisir et pour nous et pour, je crois, les spectateurs, parce qu'il suffit de voir ici, hein, hier, pendant toute la balade, le rallye, il y a quand même du monde sur les routes. Et c'est bien de venir à Angoulême. On sent que la voiture est encore aimée dans certains endroits. Nous qui habitons Paris, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est toujours très, très agréable de venir ici et de se sentir cet amour pour les voitures. D'ailleurs, qu'est-ce qui relie les Bugatti et Angoulême? Parce que c'est une grande histoire d'amour. Ça, c'est Marc Nicolosi qui a relancé donc, le Grand Prix d'Angoulême dans les années 78, je sais même pas. Je sais pas, vous êtes peut-être sûrement plus au courant que nous. Dans ces années-là, oui, effectivement. De cette époque. Qui a relancé, et donc et Marc Nicolosi a été notre président aussi du club, et c'est lui qui nous a un peu tous mis les pieds à l'étrier, qui a vraiment poussé tout le monde à conduire les voitures, on a fait tellement de kilomètres avec lui, et qui a aussi beaucoup poussé les parents à prêter les voitures à leurs enfants. Et donc, effectivement, moi, c'est merci Marc et merci papa de m'avoir laissé cette voiture il y a maintenant une trentaine d'années, mais de laisser conduire cette voiture. Mais c'est vrai que c'était vraiment quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qu'il voulait, c'était qu'on transmette les voitures. Et là, il y a son fils qui conduit aujourd'hui, Baptiste. Il y a sa fille qui est là également. Il y a également Isabelle, sa femme, qui est là. Donc, non, c'était important pour lui et on est bien content de pouvoir poursuivre ça maintenant aussi. Et vous pouvez constater que ça a été efficace parce que Bugatti, c'est une marque essentiellement d'avant-guerre. Il y a eu 7 voitures qui ont été construites après-guerre, puis après, évidemment, il y a les voitures modernes. Eh bien, vous regardez les autres clubs de voitures d'avant-guerre, malheureusement pour eux, les gens se détournent de plus en plus des voitures d'avant-guerre, alors que pour notre marque, on a la chance d'intéresser les jeunes qui ont 30 ans, 40 ans, etc. Donc le club continue, le club Bugatti continue, les sorties continuent, et c'est un grand avantage et on le doit à Marc Nicolosi. Une dernière question, est-ce que quand on est bugattiste comme ça, est-ce qu'on s'intéresse quand même aux autres vieilles voitures? On s'intéresse aux voitures. En fait, ce qui est intéressant dans les voitures, c'est le concepteur. Beaucoup de voitures ont été conçues par une personne avec son équipe, pas une personne toute seule, et vous voyez au travers de la voiture ses qualités, bien sûr, mais également ses défauts. Ça fait sa personnalité. Et plus les voitures sont modernes, plus elles ont été conçues par le marketing ou pour le marketing, moins la voiture a de personnalité. Ce sont des objets de transport merveilleux. On ne va pas faire de comparaison. Les progrès sont fulgurants, mais la personnalité de la voiture a un petit peu disparu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe sans complexe des moteurs à explosion à l'électricité, parce que tout simplement, la voiture est devenue un objet de déplacement uniquement. Elle n'a pas de vie par elle-même. Nos voitures ont une vie par elles-mêmes, elles ont une personnalité, il y a des qualités extraordinaires et des défauts rédhibitoires que l'on supporte avec plaisir. Très bien, mais merci. On va vous laisser reprendre la piste parce que vous êtes en course à quelle heure cet après-midi? 15h30. Ouais, 15h30 sur la grille de départ. Oui. Bon, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. Et alors, le temps que nos invités changent de place, on vous emmène, on va vous diffuser un petit reportage. On vous emmène à bord d'un simulateur tester un nouveau jeu vidéo, WRC Génération, qui n'est pas encore en vente, qui sera en vente en octobre. Alors, vous pouvez le tester toute la journée devant les halles d'Angoulême. C'est l'occasion d'y aller. Vous allez voir, c'est très marrant, on s'y croirait. Et puis, on va vous diffuser aussi les images de Nathaël et Iris qu'on avait reçues vendredi. C'était 2 jeunes angoumoisins qui présentaient une Alfa Romeo au concours d'élégance. Ils ont gagné dans leur catégorie. Donc, on repasse les petites images, les images qu'on avait tournées avec eux. À tout de suite. On utilise que le frein d'accélérateur. Si vous voulez régler le siège, il y a la glissière comme un siège de voiture normale. 3, 2, 1, go. Ah oui, quand même. Freinez bien, freinez. Voilà, le défaut c'est freiner tout fort, comme si vous n'aviez pas la puissance. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le pied gauche pour freiner, comme les pédales. Ah oui.
toute façon, c'est moi la première, non? Aussi. Attends, papa, je vais te doubler. On est pro. Oh le front, oh là. Vous êtes à la télé, là, on vous voit là. Ah, Alors faites pas de bêtises, hein. non, ah, vous avez bien tourné quand même. Hein. Là ça va. C'est pas facile, on est vraiment pris dans le truc, on croit vraiment qu'on est au volant de la voiture. J'ai fait des petites têtes à queue, mais quand même c'est bon. C'était sympa. Bon, là, on est de retour sur notre plateau. De nouveaux invités nous ont rejoints, dont David Schmalz, que nous avons rencontré hier. On a diffusé un reportage pour ceux qui l'ont vu sur notre site. Donc, votre histoire est très, très touchante. Votre voiture est décorée aux couleurs du don d'organes. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes greffier du cœur C'est depuis ça. 4 ans, 5 ans. 5 ans, en 5 mai ans. 2017. Et vous êtes quand même sur la piste cet après-midi. Oui. Ma vraie chance, c'est que Jean n'a pas roulé avec nous, donc ça fait une position de plus pour nous, mais sinon, j'aurais été encore plus loin en termes de résultats. Comment ça s'est passé ce matin, les essais pour vous? Très bien. Beaucoup de stress, parce que me retrouver avec des personnalités comme eux, pour un passionné comme moi, c'est difficile, c'est stressant, parce qu'on a envie de bien faire. Surtout que on a eu la chance que quand même Hugues nous invite, nous convie dans cette réunion de folie. Donc pour nous, c'est une superbe opportunité. C'est un rêve, hein. Moi, comme je vous l'ai dit hier, je jouais avec la voiture de Jean quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, il a été notre parrain pour le Tour Auto. Donc c'est assez fabuleux de me retrouver avec lui, sans parler de François, avec qui aussi je jouais avec sa voiture. Mais donc voilà, c'est assez émouvant pour moi, au-delà de toute la cause. Oui, c'est un rêve, mais clairement, c'est un rêve. Et non, je ne vais pas le dire, mais je pourrais presque mourir ce soir, je serais heureux. Mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est un super moment. C'est fabuleux. Alors justement, est-ce que vous avez ressenti, est-ce que quand on est greffier du cœur, c'est une difficulté supplémentaire par rapport aux autres pilotes, parce que c'est quand même des voitures, vous êtes sur une R5 turbo, Ouais. c'est quand même pas la voiture la plus pépère du circuit, donc ça secoue et il y a des émotions, il y a de l'adrénaline. Comment Ouais, vous gérez je ça? dois vous avouer que la nuit, elle était un petit peu plus compliquée parce que il y a de l'appréhension. Hein. Une fois de plus, rouler avec des gens comme ça, c'est comme si demain on vous disait prenez le départ d'un Grand Prix de Formule 1, vous n'en avez jamais fait avec des stars comme eux. Donc et ce matin, je vous avoue que j'ai ressenti des battements plus forts que d'autres, ou plus forts qu'à l'habitude en tout cas. Mais c'est plutôt de l'émotion, du stress que de... Alors physiquement, on est un peu plus diminué que les autres aussi, hein, c'est clair. Mais oui, il y a beaucoup d'actions et beaucoup de stress d'être entouré par toutes ces belles autos et ces personnalités-là surtout. Parce que ce qu'il faut savoir, quand vous êtes en rallye avec la R5 Turbo, votre copilote est aussi greffé du cœur. Ouais, Fabrice. Depuis 11 ans, donc vous êtes tous les deux comme ça avant on était tous les deux lors du Tour Auto greffés. Fabrice depuis 11 ans et moi, ça faisait à peine 5 ans. Donc c'était une vraie aventure qu'on a... Enfin, c'était un défi que moi, je rêvais de relever et on a réussi à le faire une fois de plus avec l'aide de Renaud, de Hugues, de Jean... parce qu'il nous a donné de nombreux conseils que j'ai pas pu appliquer parce que j'ai pas son talent, bien évidemment. Il me disait non, mais là ça passe à fond, mais non, on le faisait pas. On le faisait pas. Donc oui, c'est un rêve éveillé. Fabrice, qui était pas du tout dans cet univers-là, pour lui c'était une découverte totale. Donc je vous avoue que se faire secouer pendant plus de 2300 km dans une R5 Turbo avec une température ambiante assez élevée, à la fin il m'en a voulu un peu, je pense.
Il me l'a jamais dit, mais je sentais sur son visage qu'il était fatigué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils sont greffés du cœur, ils ont un traitement à prendre à des heures fixes. Ouais. Donc, course ou pas, ils arrêtent la voiture. C'est ça, on a innové, et d'ailleurs on en a parlé à notre réanimateur transplanteur, parce qu'on a l'un des plus gros défis qu'on avait, c'était justement quand on est greffé, on a 2 traitements à prendre à heure fixe, et il faut être précis. Dans notre cas, Fabrice et moi, on est réglés à la même heure, c'est-à-dire 7h du matin et 19h le soir. 1 heure avant, 1 heure après, on doit être à jeun. Et un soir, on a dû s'arrêter en plein milieu d'une spéciale pour prendre notre traitement. Et on avait travaillé là-dessus parce que le médecin réanimateur transplanteur qui nous suit nous avait dit il faut surtout pas qu'il y ait de variation de température dans ces médicaments. Donc on a installé entre les 2 sièges de la voiture un petit thermos. Oui, il fait très chaud quand même dans ces voitures. Ah oui, il fait très chaud. Il fait très chaud. Jean et François pourront vous le confirmer. Mais donc on avait mis un petit thermos avec le traitement de Fabrice qui ne prend pas les mêmes doses que moi et les miennes. Donc on s'est arrêté. Et il y avait une balise sur la voiture et on nous a tout de suite envoyé un SMS en disant mais qu'est-ce qui se passe, vous avez un souci? On a dit non, on prend juste nos médicaments, on arrive. Et ça les a surpris, ils n'avaient jamais vécu ça. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez un petit message à faire passer justement à propos du don d'organes Ouais, je suis pas le plus grand ambassadeur, mais que vous soyez pour ou contre, ça se respecte. On le respectera toujours, mais je suis une des centaines, des milliers de preuves vivantes que ça peut sauver des vies. Donc si ce soir des gens se disent bah tiens, j'ai entendu parler du don d'organes, sache que s'il m'arrive quelque chose, je suis contre ou pour, bah ça sera notre victoire. Voilà, j'espère que le message est passé. Et on a rencontré un médecin hier qui disait que justement quand ils font des greffes comme ça, c'est pour que les gens comme vous reprennent leur vie d'avant, leur vie normale. Ils vous engueulent quand vous faites attention. Moi je me suis fait engueuler 2-3 fois en me disant hey, ce cadeau, tu l'as eu, mais il faut que tu vives maintenant. Tu vis, quoi. Arrête de te poser des questions, avance. C'est assez troublant, mais il faut le faire. En passant à fond partout. Ouais. Bon, je lève un peu le pied, quand même. Mais vous le faites, c'est formidable. Merci, en tout cas. Hugues Portrand, donc vous êtes le patron de Renault Classique. Oui. Et je sais que vous étiez très stressé jusqu'à hier, et peut-être que ça va mieux parce que vous avez engagé sur cette course des très belles voitures qui coûtent pas mal d'argent. Bon, il y a des pilotes dedans. Donc c'est des R5 turbo. Comment ça s'est passé les essais? Ça va mieux? Vous êtes soulagé? Oui, ça va mieux. Mais c'est un mélange de sensations. Hein. Il y a beaucoup d'excitation parce que à la base on est tous des passionnés et avoir autant de Renault 5 turbo, donc 15 5 turbo réunis et évoluant ensemble sur un circuit, je crois que ça ne s'est pas vu depuis des dizaines d'années. En plus, avec là des exemplaires historiques, avec des palmarès, des versions, les versions les plus abouties, les maxi, les super productions, etc. Donc c'était un plateau exceptionnel et on est le premier spectateur. Donc beaucoup d'excitation, pas mal de fierté, je dois le dire, parce que encore une fois, c'était totalement exceptionnel. Et on se dit, tiens, finalement, on a réussi ça. Parce que quand vous travaillez là-dessus, vous travaillez derrière votre ordinateur, sur des tableaux Excel, des PowerPoint, etc. C'est juste des lignes que vous ajoutez les unes derrière les autres. Et quand vous voyez toutes les voitures réunies, les pilotes, etc., ouais, ça fait quelque chose. Et puis, troisième sentiment, de l'angoisse, que ça se passe mal, qu'un pilote se fasse mal, qu'une voiture soit abîmée, etc. Quoi. On ne peut pas s'en empêcher, c'est risqué, il ne faut pas se le cacher, c'est risqué. On est sur circuit, donc il n'y a pas d'assurance qui vaille, etc. Donc on sait tout le travail qu'il y a derrière ces voitures. Et une casse mécanique, c'est derrière des semaines, des mois de boulot, de recherche de pièces, etc. Donc voilà, c'est un mélange d'émotions. Mais il y a une dernière émotion, c'est la satisfaction. Quand on voit qu'ils rentrent tous sans trop de problèmes, on a une petite panne sur une voiture, mais rien de grave. Et quand on voit le plaisir du public, eh ben on est prêt à recommencer, à de nouveau avoir l'estomac noué, parce que c'est un moment assez génial. Oui. Vous pouvez faire confiance à vos pilotes, parce qu'on en a 2 là qui sont avec nous. Jean Ragnotti, la 5 Turbo, c'est vous, un palmarès, faut un bouquin pour l'écrire. Champion de France de rallye, vous avez gagné le Monte-Carlo, le Tour de Corse, vous avez placé des podiums partout. Oui, la Maxi 5 Turbo, c'est la version ultime de la Renault 5 Turbo. Jusqu'à 86, François a fini, moi j'ai roulé 85 avec la Maxi.
François roulait en 86, il a fait les prolongations. Ouais, parce qu'en même temps, après, on a évolué sur un autre modèle qui était la Renault 11 Turbo. Mais avec la Maxi 5 Turbo, j'ai connu le début, le tout début pratiquement. Hein. Il y avait Guy Fréclin, on faisait des essais ensemble, mais Guy a pas mal roulé au début sur la première 5 Turbo qui était noire. Et après, on a enchaîné, nous, avec les courses, Tour de France, Tour de Corse, Rallye de Monte-Carlo, et des victoires, des nombreuses victoires qui ont marqué un peu l'histoire de ce modèle-là. Et l'histoire que vous avez marquée, vous aussi, depuis les Alpines jusqu'à au Tour de Corse et aux victoires que vous avez rangées. Si on remonte en arrière, je ne sais pas si j'ai pas connu les frères Renault. Ouais. Et donc, je vous dis, par là, j'ai commencé en amateur. J'étais chauffeur routier à l'époque, avec des Renault Vigliardini en 1967. Et je suis passé professionnel en 1971. Et avec Renault, on va dire avec Alpine au début, parce que Jacques Chénis m'a permis de faire 2 fois le Monte-Carlo, 75-76. Mais c'est à partir de 76 que j'ai commencé à faire beaucoup d'essais pour Renault. Au début, c'était la Renault 5 Alpine. Hein. D'ailleurs, il y a un modèle avec lequel je roule un petit peu là. Je pense pas que je vais gagner avec la 5 Alpine parce qu'il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige cet après-midi de prévu. Mais sinon, donc les 5 Turbo, si nous sommes là, c'est pour parler plus de la 5 Turbo, qui est la voiture phare de ce week-end pour nous, pour Renault et pour Renault Classique. Et donc, j'ai fait un peu tous les modèles de Renault. On est arrivé après à la Renault 5 Turbo, groupe 4, puis après Tour de Corse et groupe B à la fin. Et donc, j'ai vu un peu toutes les évolutions. Des voitures au début pas trop faciles à conduire, avec un moteur un peu pointu. Après, beaucoup mieux. Qu'est-ce qui faisait que c'était si difficile à conduire? Alors, difficile à conduire quand il y a beaucoup d'eau sur la route, parce que la largeur des pneus arrière est un peu large. Alors, on fait un peu d'aquaplaning. Par rapport aux petites Bugatti qui ont des roues larges comme ça, c'est pas bien. Mais sinon, quand le terrain était sec ou égal, on va dire, parce que même sur la neige, à Monte-Carlo, on a fait pas mal de temps scratch. Quand c'était totalement enneigé, c'est devenu un peu plus délicat quand on était avec des pneus intermédiaires et qu'il y avait un peu de sec, un peu de glace, un peu de neige, ça devenait un peu plus compliqué. Mais dans les conditions régulières, maxi neige ou maxi sec, ça a été la meilleure voiture de roue motrice sur asphalte. Et d'ailleurs, en Corse, on est arrivé à le prouver assez facilement. Et après, quand vous êtes passé sur la 5 Turbo, là, c'était un monstre? À la fin, alors 350 chevaux pour 920 kilos, mais la voiture, les progrès qui avaient été faits, techniquement, notre ingénieur François Bernard a fait évoluer la voiture vers une voiture assez facile à conduire. Donc, on arrivait à utiliser beaucoup plus le potentiel de la voiture à la fin, en 85. Et entre sa puissance, sa maniabilité et sa fiabilité, ça nous a permis de ramener quelques coupes. Alors avant-hier, j'ai eu une coupe de cheveux gratuite par ma femme. Mais celle-là, c'est pas la même. Ouais. Alors on me rappelle qu'il fait une petite blague, mais ça c'est évidemment pas une coupe qu'il a gagnée, c'est une coupe qui traînait dans notre rédaction et qu'il a amenée ici pour... Il a volé. Il est kleptomane. Je suis pas un vrai voleur, je suis un voleur amateur. Donc en général, je vole et puis je rends. Ouais. Il n'y a que les victoires que vous ne rendez pas alors. Non. Voilà. Non, si. Le soir, on boit un petit coup ensemble. François Chatriot, vous aussi, vous avez été champion de France sur R5 Turbo, avant de faire la même chose chez BM. Oui. Vous confirmez tout ce qu'il dit là sur oui, je confirme. Alors, sur le plaisir, sur la... Oui, alors moi j'étais vraiment... D'abord, Jean était un maître avant, 1m60 et quelques, mais était un maître pour moi qui était quand j'étais jeune pilote, donc il y a longtemps. Et je racontais hier qu'au Monte-Carlo 81, qui gagne avec la 5 Turbo, ce qui était vraiment un exploit, on était sur la place au soleil, je le connaissais déjà un peu, et j'étais voir en disant, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais conduire cette voiture. C'était totalement surréaliste, mais c'est ce qui est arrivé. Quand on a un rêve, il faut y croire, et puis il faut se battre. Et j'ai eu la chance de conduire toute la gamme, c'est-à-dire la Cévennes, la Tour de Corse et la Maxi. Et puis d'apprendre, quand vous vous battez contre lui, vous apprenez vite, hein, parce qu'il n'y a pas... Si vous voulez, d'abord vous prenez, vous recevez, puis petit à petit vous progressez, vous apprenez. Je suis monté avec lui. J'ai eu aussi comme maître, en plus de lui, Jean-Luc Terrier, qui a été un grand pilote de la R5 Turbo. Et puis petit à petit, j'ai réussi à me battre avec eux et à faire des temps avec
Et comme disait Jean tout à l'heure, je confirme, la Maxi, c'est l'apothéose, quoi. Tous les défauts. Ce que Jean n'a pas dit, c'est que la R5, avant, elle avait une voix avant très étroite, qui était la R5 de série, en fait, de base. Et la Maxi a la voix large, donc ce qu'on n'imagine pas quand on l'a pas conduit, c'est que c'est un vrai proto. Vous êtes en fait au volant d'une Matra 650, mais ça a la forme d'un pavé, en gros. Mais c'est un véritable proto avec toutes ses caractéristiques, donc c'est juste génial à conduire. En 81, la Renault 5 Turbo, donc je confirme ce que dit François, le train avant et le train arrière, il y avait un gros décalage. Et quand on était dans des épreuves spéciales où il y avait des ornières, le train avant était dans l'ornière, le train arrière était au-dessus de l'ornière. Alors ça gigotait pas mal. Il y avait du gigotage. Voilà. Il a fallu attendre la Maxi pour résoudre, en fait, on ne va pas dire que c'est une voiture parfaite, mais comme l'a très bien dit Jean, c'est sans conteste la meilleure deux roues motrices au monde sur le goudron qui a été faite. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès? Oui, puis je crois que il y a la gueule de cette voiture. Quand en 80 elle est sortie, c'était quand même incroyable. Fallait être gonflé pour prendre une R5 de série, qui était une petite voiture assez banale, mettre le moteur en position centrale arrière, donc comme un prototype, avec des énormes ailes, et on s'y trompe pas, elle a encore une cote au niveau du public qui est incroyable, quoi. Et je crois que ça durera tout le temps. Vous me disiez, Hugues Portron, vous qui êtes le grand mentor de tous ces gens qui courent sur voitures de collection, que c'est aussi grâce à son pilote, oui, moi, auquel le public l'a totalement identifié, qu'elle a eu autant de succès. Oui, ce que dit François est tout à fait juste. Hein. Il y a la bouille de la Renault 5, bodybuildée, mais qui garde son côté sympathique de la voiture du papa, du grand-père, de la grand-mère, etc. Ça a joué beaucoup. Mais je suis absolument convaincu que l'histoire aurait été très différente sans des garçons comme eux. C'est-à-dire que, alors, François m'en voudra pas, mais c'est surtout vrai avec Jean. C'est vraiment l'exemple parfait d'association entre un pilote et une voiture. Jean Ragnotti, c'est la Renault 5 Turbo, et la Renault 5 Turbo, c'est Jean Ragnotti. Alors, et les deux, la voiture et le bonhomme, sont éminemment sympathiques. Donc ça joue énormément. Et puis alors derrière, c'est cerise sur le gâteau, il y a d'autres gars qui arrivent comme ça, comme François, qui est pas le dernier à rigoler et à aller au contact du public. Et ça fait énormément. Si on avait eu des pilotes un peu sérieux, un peu bon, ça aurait pas été la même sérieux, histoire. Oui, non, mais c'est éminemment sympathique. Il faut reconnaître un peu déconneur quand même. Voilà. Et ça collait très bien à l'image de la voiture. Ouais. La Renault 5, c'est une voiture espiègle, etc. Et ben voilà, c'est deux gamins espiègles. Ouais. Et donc ça me choque pas du tout ce que dit Hugues, parce qu'à l'époque où on n'était pas encore des classiques, hein, on était encore des concurrents. Le responsable Renault Sport de l'époque avait fait une cassette qui s'appelait « Ils courent tous après Jeannot ». Et c'était la vérité. Notre problème, c'était lui, il fallait le battre. Et ça, c'était pas de la tarte. Hein. Et pourtant, Jean, vous avez fait une très belle carrière en course sur la 5 Turbo, mais vous avez conduit beaucoup plus hors course, finalement, avec cette voiture. Ah ouais, alors depuis, la voiture a arrêté sa carrière en 85, 86 pour François. Et après, on est passé à d'autres modèles. Alors, le Turbo, le Super Touring en circuit, les Clio, Rupa et le final, le Coupé Mégane. Et puis après, quand j'ai arrêté de courir fin 96, Renault a changé mon contrat. Je suis passé un peu à la communication, marketing, tout ça. Et donc après, mon rôle a été un peu de faire des démonstrations un peu sur tous les circuits de France et d'Europe. Et donc, je suis celui qui a usé le plus de pneus, certainement. Je le confirme. Mon budget s'en souvient. On avait un budget pneus. D'ailleurs, quand je partais sur un circuit, une fois en Tchéquie, à Brno, les mécaniciens, quand je suis parti, ils ont cru que le moteur était cassé. En réalité, non, c'était les pneus qui fumaient. Ouais. Et la durée de vie des pneus était de 15 minutes. Ouais. J'ai arrivé à résister plus que les pneus, je suis toujours là. Ouais. Et donc ça a duré de 2000-2001 à peu près, où on a relancé la Maxi 5 Turbo, jusqu'à 2018, où mes derniers 360 au circuit du Castellet, ou au Paul Ricard, comme on veut. Donc j'ai fait mes derniers 360, j'ai même fait, parce que c'était bouillé, volontairement un 720, un double 360. Et une fois au Nürburgring, j'ai fait mon record de vitesse en 360.
j'ai fait un 360 à 206 km/h. Et quand la voiture était en marche arrière, l'air s'est engouffré dans l'habitacle parce que c'est pas prévu de rouler à 206 km/h en marche arrière, ces voitures-là. Et donc toutes les vitres sont tombées dans l'habitacle. La dépression, hein, c'est en plastique. Et elle n'aime pas, à 200 km/h, elle ne tombe pas, à 206, elle tombe. Et donc, ça a été mon 360 le plus rapide. Vous comprenez pourquoi, de temps en temps, j'ai les boyaux un peu noués. Quand même encore des voitures. Oui. Mais j'ai même une fois confié ma femme en démonstration. Elle était en passager et elle n'est pas spécialement amatrice de sport auto. Et j'avais dit, mais il peut rien t'arriver, tu es avec Jean Ragnotti, donc t'inquiète pas, sois confiante. Et puis on a vu la Maxi revenir un peu, voilà, visiblement elle avait tutoyé un rail. Donc je me précipite vers ma femme, je dis, ça va, t'as pas eu peur? Bah non, pourquoi? Tu m'as dit qu'il pouvait rien m'arriver. Et elle s'était même pas rendue compte qu'il y avait eu un petit problème. D'ailleurs, Jean, votre truc à vous, c'était pas de les mettre dans les rails, les autos, c'était de les mettre devant. Non, parce que dans la réalité, je fais partie des pilotes qui n'ont pas trop cassé le matériel. Il y a eu même des périodes pendant 3 ans, 4 ans, pas une seule sortie, rien. Alors que j'ai certains de mes camarades pas de nom. Qui sortent. Il y en a qui sortent le soir, hein, en boîte de nuit. Il y en a qui sortaient de la route. Ouais. Et donc, j'ai pas trop cassé le matériel, que ce soit avec les voitures précédentes, ou avant ou après la 5 turbo. Et là, c'était juste un petit clignoteur. Oui. Quand ça lui arrive, on peut balancer. On en rigole, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un pilote très sage. On peut balancer un peu. Je vais raconter une vanne de Jeannot, parce que sur un pilote qui est présent ici, un Finlandais qui a conduit beaucoup pour Peugeot, je ne vais pas dire son nom, et qui avait une petite tendance à quand même à faire quelques tonneaux avec les Peugeot de l'époque. Et les groupes B, c'était 20 exemplaires, et les groupes N, c'était 5000 exemplaires. Et Jeannot, un jour, a dit, s'ils continuent à faire des tonneaux comme ça, ils vont bientôt l'homologuer en groupe N. Ce qui nous avait fait beaucoup rire. Vos plus belles victoires? Alors, en championnat du monde, il y en a 3. Il y a le Monte Carlo 81 qui, au niveau notoriété, la course est difficile. C'est une course très difficile. Les choix des pneumatiques, compliqué. Et je la mets dans mes courses favorites parce que d'abord, j'aime bien les organisateurs du rallye de Monte Carlo. Il est bien sûr très bien organisé, mais c'est un rallye très très difficile. Quand on finit le rallye, on est content. Hein. On est content parce que le nombre de pilotes qui tapent ou qui ne finissent pas est très important. Et puis sinon, il y a eu 2 victoires en Corse, 82 avec la groupe 4 et 85. Donc c'est 3 belles victoires. Puis il y a eu aussi le Tour de France. Il y a eu d'autres victoires qui ne sont pas en championnat du monde, mais des victoires importantes. Et puis il y a eu 84 champions de France des rallyes, avec quelques victoires dans le cadre du championnat de France. Et donc, si on doit donner une victoire, je veux dire que le Monte Carlo, le plus beau et le plus compliqué, et quand même le plus beau rallye sur goudron, c'est quand même la Corse. Donc j'ai du mal à dire lequel des deux est le mieux, mais ces trois épreuves-là, en notoriété déjà, le Monte Carlo, quand on gagne un Monte Carlo, tout de suite la notoriété augmente. Et alors tout de suite, on peut demander plus à notre employeur d'argent. Oui. Et donc vous coûtiez plus cher à Renault que le budget pneus? Non. Même pas. Non. Les pneus sont très chers. Non, parce qu'on a roulé avec des pneus cloutés. On avait des choix de pneumatiques à l'époque qui étaient très, très importants. On pouvait changer à chaque épreuve chronométrée, un coup avec un peu de clous, pas de clous, beaucoup de clous. Et donc, Michelin avait des semi-remorques. Et donc, on utilisait, c'était mieux que maintenant. Maintenant, ils partent pour deux ou 3 épreuves spéciales quelquefois avec le même train de pneus. Et le rallye d'aujourd'hui, sans être totalement critique, je suis quand même un peu critique, ils se sont trop réduits et puis les pilotes ont plus le temps d'être ensemble en reconnaissance. C'est de 8h du matin jusqu'à 18h, 19h le soir. Et donc le rallye moderne, je suis obligé de critiquer un petit peu. Et donc je ne m'en prive pas. C'est dit. Et vous, François, vos plus belles victoires?
les meilleurs souvenirs, ce qui remonte de... C'est difficile. Sur la Renault, tout a été bien. Alors moi, je retiendrai quand même... Alors la toute première en Cévennes, mais quand même aussi la toute première en Maxi, les bagarres avec Jean. Il faut quand même dire qu'on était une belle bande de rigolos. Il y a Didier Auriol, on se battait contre Jean au Var. J'ai eu la chance de gagner. Non, je crois que c'est ma première victoire avec la Maxi au Touquet. Ça doit être Touquet 85. Devant Didier, avec la même voiture, et où on a fini avec quelques secondes d'écart, quoi. On avait des petits soucis de température. Le patron nous disait calmez-vous, allez calmer deux jeunes tarés qui sont à 10 secondes l'un de l'autre, c'est juste impossible. Donc voilà, oui, ça a été la Maxi, c'est beaucoup de bons souvenirs. La manière dont ils en parlent, c'est vraiment du patrimoine vivant. Oui, exactement. Mais c'est du patrimoine, surtout. C'est aujourd'hui les journées du patrimoine, ça en fait vraiment partie. Ah, complètement. Même si aujourd'hui, la voiture, ça a tendance à devenir un gros mot, ça reste du patrimoine, de l'histoire. Mais moi, je suis sûr que même quand les voitures seront peut-être 100% électriques, on peut imaginer ça, ces voitures-là referont des démonstrations chez vous, par exemple, parce que c'est un patrimoine. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est mythique, c'est un patrimoine. Moi, je viens de remonter dans la voiture, c'est incroyable. C'est les émotions, le bruit, les odeurs, la fureur. C'est extraordinaire. Je pense souvent, je fais souvent un parallèle avec le cheval et les voiliers. On n'utilise plus tellement le cheval comme moyen de transport. Et pourtant, il y a toujours des épreuves d'équitation. Voilà. Et pareil pour les voiliers. Hein. Plus beaucoup c'est plus un moyen de transport habituel, le voilier. Et pourtant, il y a toujours des courses, des régates, tout ce que vous voulez. Je pense que l'automobile thermique, telle que les 5 turbos, etc., ça va prendre le même chemin. C'est-à-dire que ça existera toujours. Ça sera plus décalé des moyens de locomotion à venir, mais il y aura toujours le même engouement, le même intérêt, et on continuera à faire des belles choses avec. Je l'espère en tout cas. J'ajouterais ce que dit Hugues, c'est que la Maxi 5, il faut comprendre, d'abord ça a été la meilleure voiture sur le goudron en performance pure, mais mécaniquement c'est la dernière voiture qui n'a pas d'électronique. C'est entièrement mécanique, c'est une pièce, c'est une œuvre d'art mécanique. C'est vraiment avec le DPV, avec des réglages incroyables. Il n'y a pas un pet d'électronique. À partir de 85, les voitures ont évolué. Bon, c'est mieux, tout est électronique, mais là, tout est mécanique. C'est une voiture mécanique. Donc, ça restera, c'est obligé. Si je comprends bien, si vous aviez quelques années de moins aujourd'hui et qu'il fallait choisir une carrière, vous ne referiez pas forcément pilote de rallye? Oh, si. sur les voitures d'aujourd'hui, on ferait quand même. Non, très, très bon souvenir de cette période-là, de la Maxi 5 Turbo, bien sûr, de cette épreuve-là de compétition, où on peut avoir la 5 Turbo ou un peu après, par rapport aux dernières voitures. Les pilotes actuels de WRC me disent tu devrais, si je pouvais conduire des voitures comme ça, tu te régalerais, c'est facile à conduire. Alors, ils ont raison, on voit de belles images à la télé, tout ça. Mais le souvenir qu'on a dans la tête des courses des années 80 et donc des années 5 Turbo resteront gravés, sauf si je me chope un Alzheimer. Sinon, ça restera gravé jusqu'à la fin. Bon, on ne vous le souhaite pas. Non. D'ailleurs, en parlant de maladie, vous étiez médecin, vous, au départ. Ouais. Médecin, mais passionné. Voilà, je suis né avec la passion chevillée au corps. Et à un moment, je me suis dit, j'essaye une année de prendre une année sabbatique. Je vais voir. J'ai acheté une R5 Turbo. J'ai trouvé un sponsor. J'ai pris un parrain. Il s'appelait Ragnotti. Et puis, ça a marché. C'est un truc incroyable. Et voilà. Voilà. Beaucoup d'histoires incroyables, en effet. Écoutez, merci. On va vous rendre dans votre public parce que tout à l'heure, j'ai vu quand vous vous êtes présenté devant le journal, tout le monde vous a sauté dessus. Donc, je pense que quand vous allez ressortir, ça va recommencer. Et vous avez une course à faire quand même. Donc, voilà. Donc, merci aussi à notre public de nous avoir suivis pendant ces 3 jours. Nous, on s'est régalés. On a eu des récits d'aventure extraordinaires. Mais c'est pas fini parce que la Charente Libre va diffuser toute la journée les courses sur notre site. Et de temps en temps, on vous diffusera aussi quelques reportages qu'on a tournés durant le week-end. Et puis, Charente Libre a eu la chance de pouvoir embarquer une caméra dans la voiture de Ludovic Desnoux, qui faisait ses essais-là en ce moment pendant qu'on se parlait. Donc, il est sur une Marcos Mini de 1966, alors le temps de récupérer les images, et on vous les diffusera dans l'après-midi. Bien, merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup.